Alors sachez que c'est parti et avec quelle joie pour la saison 2 de Lost You Forever, enfin, mais il vous faudra patienter jusqu'au mois de Ramadout pour vous faire la critique sur ce qui sera probablement mon cœur brisé. Je me régale d'avance en fait à l'idée de l'exquise souffrance qu'il va falloir traverser sur la deuxième partie de cette histoire. En attendant, il nous reste quand même la playlist de juillet et elle a du bon, même si avec certaines réserves et plein de choses mimi tout plein. Bonjour, bienvenue sur Décalé. C'est parti, les tops. The Double. Je vous l'avais annoncé déjà le mois dernier comme un coup de cœur et ce drama chinois restera en effet dans le haut du panier, même si beaucoup de choses m'ont énervé et frustré, je préfère être honnête. Je recommande à celles et ceux qui aiment les arcs de vengeance d'une part et d'autre part les nostalgiques de The Rise of Phoenixes parce que la prod est de qualité, les acteurs excellents ainsi que les décors et costumes et si certes vous ne retrouverez pas Chen Kun ou un perso de la trempe de Nini et Fang Jouet, on a peu ou prou la même dynamique dans la relation avec deux persos intelligents jouant au jeu du chat et de la souris et clin d'œil, le surnom que le perso masculin donne à la nana est le même que celui attribué à Fang Jouet, soit Xiao Limao. D'ailleurs, les inconditionnels de la série peuvent maintenant la retrouver sur Rakuten depuis qu'elle a tragiquement déserté Netflix, je le signale au passage, à bon entendeur, salut. Du coup, je dirais que dans The Double, vous allez retrouver l'aspect frustrant de la relation entre nos persos, dans le sens où il ne se passera pas grand chose et que le premier baiser est insupportablement et scandaleusement escamoté et pourtant ça se rattrape un peu, ce que nous n'aurons pas eu dans les Phoenix. Par contre, un meilleur travail aurait pu être réalisé sur la tension sexuelle entre les persos parce qu'on était quand même surtout là pour ça et malgré quelques bons moments, on va rester sur notre faim. Et c'est dommage car je n'ai pas grand chose à reprocher aux acteurs à part qu'ils ont visiblement besoin de bouffer tellement ils font allure de cintres de porte-manteau dans leurs costumes qui sont très beaux avec mention spéciale pour les perles qui apparemment étaient authentiques. Donc au final, entre les acteurs et nous, tout le monde a les crocs dans The Double. Le pitch, un classique, nous jette in medias res dans l'odieux complot d'une princesse bitch pour se récupérer un homme marié et donc l'héroïne, l'épouse du loulou, est accusée d'adultère puis butée par le mari en personne qui lui assène un coup de pelle avant de l'enterrer au fond d'un bois. Partie en mode Kill Bill, les arts martiaux en moins, la nana se sort de la tombe et est secourue par une nénette martyre envoyée en exil par sa famille de bâtards dans un couvent où elle prend cher depuis 10 ans. La sympathie entre les deux femmes sera de courte durée car la martyre succombe à ses blessures après un ultime passage à tabac, mais notre héroïne y voit l'occasion en or de prendre sa place et faire d'une pierre deux coups en combinant à la fois sa propre vengeance et celle de la bichette abandonnée par sa famille. Ouf, ça nous évite le coup des masques magiques des sosies ou de la transmutation, comme c'était le cas d'ailleurs dans le bouquin d'origine, quoique on aura quand même des éléments qui vont refaire surface, mais toi tu commences à préparer le plateau de crackers bien comme il faut pour la vengeance que tu pressens bien salée, car l'héroïne est loin d'être une quiche. Sur son chemin pavé de bitch et de bâtards, le chouchou du jour, un duc dont la collection d'éventails ferait l'envie de Karl Lagerfeld et qui permet enfin à l'acteur Wang Xingyue de montrer pleinement l'éventail, si je puis dire, de ses talents. Rien à dire, il est parfait, machiavélique as way, et bien content de tomber au hasard d'une de ses enquêtes, car il bosse en sous-main pour le roi dont le trône est menacé de toutes parts, sur la nénette qu'il croyait morte et sur laquelle il avait incidemment flashé un jour à un coin de rue. Il va prendre un malin plaisir à la regarder monter ses petits plans, tout en parfois se servant d'elle à l'occasion ou parfois l'aidant dans ses projets. Et comme je l'ai dit, on est là pour leur duel amical alors qu'ils mettent la misère à tous les pourris autour d'eux. Il y a pléthore d'excellentes scènes et de bons dialogues et un cast vraiment percutant dans les persos secondaires et la galerie des garces et des bâtards. Mais il y a des ventres mous dans l'intrigue, comme je l'ai dit, pas assez d'exploitation d'attention sexuelle au moment où ça décolle, alors que toi t'es là depuis le début pour ça avec des dents qui raient le parquet tellement t'as faim. Et en parlant de faim, même si elle est mieux que celle de Rise of Phoenixes, elle est quand même hyper frustrante dans sa résolution. Ça reste quand même une belle série et une dont certains moments, et en particulier ceux du perso masculin, même quand il devient débile une fois heureux en amour, vont me trotter un moment dans la tête. The Tale of Rose. Autre drama chinois à se tailler la part du lion pour ce mois-ci, et là on n'est plus du tout dans la même ambiance car histoire contemporaine
contemporaine qui suit depuis les années 90 jusqu'à nos jours l'évolution d'une jeune femme et de sa famille pékinoise, ses amis, ses amours et ses emmerdes. Ce qui est le plus réussi dans cette belle prod, c'est la manière dont est géré le concept et le design. D'abord dans une utilisation de la couleur jaune et des roses, évidemment le symbole de l'héroïne dont c'est le nom de famille et le prénom, et on va retrouver son thème partout dans la palette, les décors, les costumes, mais aussi dans une bonne utilisation de thèmes musicaux qui font correspondre une chanson ou quelques musiques à chacune des étapes de sa vie, toutes marquées jusqu'à la conclusion par un homme différent. C'est évidemment un véhicule qui met en valeur la magnifique Ryo Hee-fei, mais franchement tout le casting est parfait et ne se fait pas éclipser par l'actrice, que ce soit les parents, le frère, la meilleure copine et les différents mecs. Quand on ouvre l'histoire, notre jeune héroïne, une artiste pas encore diplômée, est cornaquée encore par ses parents et surtout son frère, et se retrouve sans le vouloir l'objet de l'affection d'un collègue du frérot qui va flasher sur l'héroïne au point de plaquer sa promise le jour du mariage. Ça place l'ambiance d'entrée de jeu, car ce sera en effet trop belle pour toi pour la jeune femme, dont la beauté est un cadeau parfois bien utile, mais un fardeau vu le nombre de mecs qui vont la stalker en fait. À partir du mec relou, on va en croiser 4, campés par des acteurs qui sont chacun irrésistibles dans leur genre et qui sont sûrs de plaire à un moment ou un autre, ou à une personne ou une autre, que ce soit le premier amour intello et globetrotter qui va servir de mentor et l'emmener à Paris, puis l'étudiant en informatique d'origine modeste qui veut réussir pour être digne de la conquérir et qui va être son époux, le musicien anticonformiste qui est son âme sœur et qui est joué par Wallace Rowe qui fait son retour sur la scène drama, et enfin le petit jeune pilote, parce qu'il y a quand même une sous-thématique Saint-Exupéry là-dessous, même si pas appuyée de manière lourdingue. Bien que ces 4 loulous vont avoir un impact sur sa vie, notre Rose est néanmoins une femme libre et libérée, d'ailleurs un vrai calvaire pour son époux qui donne un rôle un contre-emploi à notre Lim Gang-sin d'amour, qui n'est pas du tout sur le même registre que dans Shen-Li, mais où il fait un excellent taf. C'est assez original de voir ce genre de perso féminin dans un drama chinois contemporain, il faut le reconnaître, ça couche assez rapidement avant le mariage. Elle va toujours un peu leur échapper et échapper au cadre, et finalement sa famille et sa meilleure amie auront une place bien plus importante dans son cœur que ces différentes histoires d'amour, de cœur ou de cul, et pourtant elle s'investit à fond, tant qu'elle reste investie, et tant qu'on la traite bien, parce qu'elle n'est pas du genre à faire carpette. Du côté secondaire, j'ai un attachement tout particulier pour l'histoire de la meilleure amie, une business girl efficace et également très libre, qui a un passé tragique et dont l'histoire et la difficulté à ouvrir son cœur sont extrêmement bien traitées, à la fois avec beaucoup de courage et beaucoup de pudeur vu le sujet difficile. Il y a des éléments mélos, mais c'est pas avec des grandes orgues, et ça reste une série excellente sur l'évolution de ces personnages et de la société chinoise entre Pékin et Shanghai. Lovely Runner. Cette adaptation coréenne d'un manga a cartonné, au point paraît-il que les lieux de tournage du film ont été pris d'assaut par les touristes, et ça a toutes les qualités d'un drama coréen, mais aussi son défaut principal, à savoir que c'est beaucoup trop long et que ça aurait pu être plié plus vite. Autant j'ai vraiment adoré le début et l'idée de principe, avec comme d'hab des persos secondaires gratinés, des jolies scènes et des trucs assez délirants, autant tout l'arc psycho-killer et la confiture qui n'en finit plus de s'étaler à la fin m'a saoulé, mais je le mets dans le top avec les réserves susmentionnées au vu de l'accumulation de bonnes scènes dans la série. J'étais pas emballée par l'acteur au début, je dois dire, mais l'alchimie avec l'héroïne fonctionne bien et il a des moments très touchants, donc oui, ça a fini par passer. En plus, c'est une série qui me visait personnellement, vu que sont régulièrement traités des ponts. Le pitch, suicidaire après un accident qui l'a laissé paralysé, une jeune femme retrouve une raison de vivre en entendant à la radio le chanteur d'un groupe à la mode. Elle va croiser son idole sur un pont un soir de neige, mais découvre peu après qu'il s'est suicidé et se retrouve magiquement transportée grâce à la montre du mec qu'elle avait acquise 15 ans plus tôt dans le bahut qu'ils fréquentaient tous deux sans se croiser. Et du coup, on découvre qu'un lien plus complexe les attachait en fait, car elles étaient voisins, et alors qu'elle ne l'avait absolument pas calculé à l'époque, préférant jeter son dévolu sur un autre loulou, lui avait flashé sur elle, mais n'avait pas eu le courage de se manifester. Évidemment, elle est là avec la mission de lui sauver la vie, en lui évitant les emmerdes de la vie de popstar, et ne comprend pas par quel miracle l'objet de son affection secrète lui court maintenant après. Ce sera pas si simple, parce que comme toujours dans ce genre d'histoire, le destin paraît souvent inéluctable, et que la Miss va devoir faire de nombreux allers-retours, et peut-être même le sacrifice d'un bonheur possible qu'elle touchait du doigt. Rassurez-vous, c'est un drama qui se termine bien, et qui malgré son essoufflement, en ce qui me concerne, présente vraiment une pléthore de bonnes scènes et de moments swoon.
on continue avec Life After Life. J'ai trouvé beaucoup de charme à cette série chinoise où l'apprenti immortel responsable de la décoction de la soupe d'amnésie obligatoire avant chaque réincarnation est commissionné sous menace à retrouver un type qui est parvenu à passer outre. Évidemment, le mec se méfie et a acquis une réputation de démon avec un arc de vengeance. Dans le rôle du type Zhang He, qu'on a toujours plaisir à retrouver, mais c'est l'actrice qui est ici la plus déroutante parce que pas une de nos beautés conventionnelles a priori, et pourtant elle va être extrêmement attachante dans cette histoire vu le titre d'amour contrarié sur plusieurs réincarnations, puisque comme d'hab, les immortels sont de vrais bâtards. La série permet de retrouver également l'adorable tonton renard d'Ashes of Love, ce qui était une excellente surprise. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est vraiment mignon et donne pas mal de bonnes scènes. Nanchang Banquet, drama chinois où le trio d'acteurs m'a de base bien intéressé parce qu'on y retrouve en jeune premier Wang Youshou, que j'avais beaucoup aimé dans Inextricable Destiny, en acteur 2 mon chouchou, Lee Rongbin d'Oh My Sweet Liar, soit Xian Yingjun. Je ne comprends vraiment pas pourquoi cet acteur n'hérite pas davantage de premier rôle tellement il était formidable dans cette série. Et entre les deux, la nénette de Hwa-jong. Alors je dédicace ce drama à ma copine Aurélie parce que si j'avais su qu'on pouvait lier Hwa-jong et Oh My Sweet Liar, dont on avait causé toutes les deux sur la chaîne des Lucasfilms, c'est fou quand même comme le monde drama est petit. Elle est toujours dans un rôle de chieuse rayon de soleil, mais son rôle est beaucoup mieux que celui dont elle avait hérité dans le barré Hwa-jong, et elle est donc une assassine d'un gang qui, pendant sa mission pour buter le chef de la police de l'empereur du royaume ennemi, va perdre la mémoire et se retrouver petite chose innocente, déguisée en eunuque et atterrissant par mégarde au palais, où d'un côté elle se frite avec le type qui soupçonne qu'elle est la personne qu'il recherche, et de l'autre fait copain avec l'empereur, joué par Xian Yingjun, qui passe son temps à jouer les filles de l'air vu que c'est pas la joie pour lui au palais. Entre la douairière et le premier ministre bâtard qui s'accapare tous les pouvoirs et font de lui un homme de paille, et l'impératrice qu'on lui a refilée, la fille du premier ministre, qui l'évite comme la peste alors qu'elle lui court sans cesse après. Évidemment, on passe par les moments habituels de trouble autour du genre de l'héroïne, puisque les mecs ne comprennent pas comment elle leur fait de l'effet en étant un garçon. Oh là 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 là, on se le demande bien. Et puis évidemment, le retour possible de mémoire reste un problème vu que la fille est quand même une ennemie des deux mecs. En tout cas, j'ai trouvé le trio hyper attachant, ainsi que les mésaventures de la nana, qui va faire quasiment tous les jobs au sein du palais, entre eunuques, laveuse de chiottes, garde et concubine. Je ne me suis pas ennuyée une minute, j'ai trouvé l'histoire pleine de peps ainsi que les acteurs, les costumes très bien, bref, un bon petit drama qui fait ce qu'il a à faire. Immortal Promise, mini-drama chinois, où l'on retrouve encore une fois sans déplaisir Richard Lee, mais qui met surtout en valeur la très jolie actrice et nous colle au passage un villainous crush assez gratiné dans cette histoire de rendez-vous manqué, où un général blessé est guéri par une charmante jeune femme qu'il promet de venir chercher un jour de neige, mais n'honorant pas sa promesse, va permettre à un prince héritier qui en a gros sur la patate et craint de se faire voler la place avec le rejeton à net de son paternel, de se récupérer la nana dont toute la famille se fait massacrer et dont il va faire son arme fatale. Ça s'ouvre bizarrement sur le moment où il la sacrifie, ce qui est un sacré coup pour la miss à qui il répétait qu'elle était sa famille, mais elle est sauvée par le général et les deux vont s'attacher l'un à l'autre vu que physiquement intelligents et qu'en fait ils ont un passé, même s'ils ne se reconnaissent pas tout de suite, because raison, mais le prince héritier va semer la zizanie parce qu'il déteste vraiment le général dont la sœur porte son potentiel rival, et qu'alors qu'il était prêt à sacrifier la nana, le voilà bougrement obsessionnel et possessif, la tenant par un empoisonnement et des années de manipulation et de relations toxiques. Soyez préparés à une fin pas gaie du tout, mais j'ai l'impression que l'acteur affectionne ce genre d'histoire comme dans le récent Tale of Love and Loyalty. Si on n'a pas de problème avec de l'angst, c'est un bon drama avec une prod de qualité, même si en mini format. Beauty Strategy, également une jolie production, en particulier pour les costumes, pour ce mini-drama chinois de fantasy, où le couple principal est très bien et donne d'excellentes scènes dans une belle relation amour-haine complexe d'amants de clans rivaux, comme on les apprécie. Une servante à la cour se retrouve un jour dans le chemin de l'empereur, un empereur fontoche, car contrôlé par la douairière qui ne le porte pas dans son cœur et manigance sa destitution. On est dans un univers magique aux multiples clans, et le clan des humains essaie de se débarrasser de tous les autres clans magiques, soit par des alliances, soit par des massacres. Or la fille n'est pas là par hasard, puisqu'à la recherche de son frère après l'attaque de son clan par l'empereur, mais c'est un choc pour celui-ci de la retrouver en servante, puisqu'ils étaient autrefois amoureux et fiancés, sauf que comme elle a tué sa maman après le massacre des siens, leur statut est passé à « c'est compliqué ». Et comme si ça ne suffisait pas, elle a perdu la mémoire et ne se souvient absolument pas de leur grande histoire d'amour, et donc méfiant face à sa gentillesse parce
lorsqu'elle n'est même pas là en mode vengeance à cause de son amnésie, il va passer son temps à la piéger et la torturer alors qu'elle se comporte avec grâce et dignité et une certaine élégance au milieu de toutes les bitcheries de harem et les complots de pouvoir. Relation dysfonctionnelle en vue, mais on est là pour ça, malgré une fin ouverte pas franchement terrible. Never too late. Il n'est jamais trop tard non plus pour jeter un coup d'œil à cette petite série chinoise vite pliée que j'ai binge-watché allègrement, où une nana, designeuse de lingerie, retombe de façon pas banale sur son crush de bahut, qui avait repoussé à l'époque sans délicatesse sa confession publique, et ce de la manière la plus embarrassante du monde, lorsqu'il se trouve être le médecin assigné à lui palper les melons lors d'un examen mammaire. Bon, les melons, c'est une chinoise, mais elle n'est pas au bout de ses surprises, puisqu'histoire d'en rajouter, sa maman lui annonce s'être mise à la colle avec son propre béguin de jeunesse qui, ça tombe bien, est le papa du mec. Le petit plan famille recomposé est donc quelque peu mal barré, puisqu'elle ne veut rien avoir à faire avec lui, ignorant, of course, que le type était en fait très amoureux d'elle et ne l'avait repoussé que suite à un gros malentendu. Ont-ils une deuxième chance? C'est Mimi tout plein, et le duo secondaire est pas banal non plus, avec la copine serial fuckeuse qui ne veut pas d'une relation suivie et va tomber sur un os avec un garçon choupi qui veut pas la lâcher. The Missing Snowflakes. Le titre de ce drama chinois s'explique au dernier épisode, et je préfère dire tout de go qu'une saison 2 serait pas du luxe, vu que cette fin vient quand même bien gâcher la fête et le reste de la série, qui était plein de charme dans son genre. Le genre en question, c'est une jumelle qui est obligée de prendre la place de sa sœur, qui s'est pendue pour échapper au mariage arrangé avec un prince défavorisé, alors qu'elle était amoureuse du prince héritier. Le mec était pas emballé non plus par l'affaire, mais du coup va trouver bien du charme à la nénette, qui va finir par gagner sa confiance par les habituelles qualités de nos séries. Alors prenez note, gentillesse, simplicité, et tant qu'à faire, des talents de guérisseuse. Alors ça va beaucoup sucer les poisons dans cette série, avec des résultats parfois franchement comiques, puisqu'en dépit de la fin, on est en effet plutôt sur une comédie, et entre les serpents qui mordent au cul et les lèvres Kardashian après aspiration de poison, on n'est pas dans la grande tragédie. Enfin, jusqu'à ce qu'on arrive vers une lente descente dans le torture porn et la tragédie, et c'est bien dommage, mais ça reste une série sympa. Les séries crack. Ces séries ne sont pas des chefs-d'œuvre, loin de là, mais elles ont leur place à part pour les scènes de pur crack qu'elles osent parfois nous offrir. Immortal Destiny. Ce mini-drama chinois est clairement cheap et l'intrigue est pas forcément oufissime, néanmoins il a quelques qualités, à commencer par son affiche, où j'ai vaguement trouvé à l'acteur un air de Dong Loon qui n'a d'ailleurs pas dans le reste de la série. Il est, je dirais, la raison principale de voir ce drama, même si le mec 2, un tout jeune acteur, s'éclate en drama queen et fait le taf. On est dans un énième plan Nana voyage dans une réalité virtuelle, ici pour enquêter sur la mort de son papa, sur laquelle elle peut récolter des indices en récupérant la puce des personnages, en particulier celle du tueur sans pitié du jeu, qui se trouve être son apprenti. Bon, l'intrigue n'a aucun intérêt, je vous l'ai dit, c'est cheap, vous serez là pour les relations amour-haine entre les deux persos, puisque le type a été torturé pendant des années par la nana, et ne comprend pas pourquoi il la trouve maintenant nettement plus attirante et sympathique. C'est un spectacle trashouille qui repose sur la sexitude du mec et l'alchimie entre les deux, dans leur scène spicy. Voilà, vous êtes prévenus. Enslaved by Love. Le titre de cette série chinoise est tout un programme, clairement putaclic, et ils ont mis le paquet à ce niveau, parce qu'entre le titre, le poster et la première scène, tu es dans de l'herbe à chat pour les nanas qui aiment la romance spicy dysfonctionnelle, et vous savez que sur Décalé, ça ne nous a jamais fait peur. On a les reins et le cœur solides pour ce genre de spectacle. Et ma foi, ça se laisse regarder, et même plutôt 2 fois qu'une, parce qu'ils vont nous accumuler tous les clichés auxquels on pourrait s'attendre dans le genre, et on est là pour ça. Donc voilà, un contrat bien rempli. Je n'aime pas quand on arnaque sur la marchandise, donc ils ont fait le taf. Le pitch. Une nénette a dû plaquer outrageusement son amour d'enfance pour sauver les miches de sa famille dans un eau du chantage, et comme depuis il a fait du chemin et est devenu le patron, il est en mode vengeance et va infliger humiliation sur humiliation à la nénette, lui imposant un contrat de servitude de 3 ans, au terme duquel elle pourra rejoindre sa famille en exil dans le Nord. Nénette se plie à l'affaire, pourtant chamboulée par le mariage qu'on lui avait alors imposé avec un gros dégueulasse, et au sujet duquel le type ne cesse de la tourmenter tant il est fou de jalousie. Et donc on est dans de l'amour-haine de compète, où le sadisme du mec est davantage de l'ordre du masochisme, tant il est en fait en souffrance dans son amour blessé. Il a beau rabaisser sans cesse la fille, c'est jamais trop la joie pour lui. Mais Bichette sera pas tout le temps en mode plan martyr, rassurez-vous, elle finira par se rebeller et lui rendre la monnaie de sa pièce. En tout cas, le spectacle vaut le déplacement, les 2 acteurs sont très beaux, et c'est à recommander, bien que moins qualitatif, à des fans de la dynamique Royal Nirvana. Your Trap, une esthétique intéressante et résolument sexy pour ce drama chinois moderne où une nana est commissionnée par une épouse à tester
tester la fidélité de son mari qu'elle dépeint comme un immonde calculateur abusif. Or la nénette, dont c'est l'étrange profession et qui est rompue à tous les styles de bâtard, va se retrouver face à un os et lequel, quand le type avec lequel elle joue au chat et à la souris, lui apparaît en fin de compte comme assez différent du portrait et l'intrigue bien plus qu'elle ne s'y attendait. Qui est la proie et qui est le chasseur? L'arroseuse se fera-t-elle arroser? Amis du porno de la main, on en a parce qu'on est dans une ambiance résolument porno chic qui ne nous épargnera même pas une scène d'amour dans des draps de satin noir. Je pensais même pas que ça pouvait encore se faire après les années 80. Et les deux acteurs principaux sont très bien et ont une bonne alchimie. La fille est badass et le mec est plaisant à l'œil, que demande le peuple. Bof, Follow Your Heart. Bien du monde se réjouissait de retrouver Luo Yun-si dans ce drama chinois qui est quand même une espèce de remake non officiel en mode historique de la série coréenne The Beauty Inside, dont j'avais bien aimé aussi le postulat, mais qui m'avait barbé. Alors tout n'est pas à jeter dans cette série, qui a quelques très belles scènes et surtout un cast excellent, mais en fait je préfère quasiment les acteurs secondaires au couple principal, et je trouve que bien qu'il soit bien Léo, c'est pas forcément un rôle qui lui convient, parce qu'il est soit excellent charmeur coquin dans Love is Sweet, soit en anti-héros torturé, style Ashes of Love ou Till the End of the Moon. Au passage, il n'est toujours pas passé par la cantine des studios, arrêtez d'affamer les acteurs. Le pitch, du coup, comme dans Beauty Inside, c'est un mec qui après un accident souffre d'amnésie faciale et qui tombe sur une nana qui a ingéré un poison, qui l'a fait se métamorphoser tous les 28 jours et pas les 36 du mois. En gros, quant à là, c'est ragnagna. Alors ça donne tous les bons moments cocasses auxquels on s'attend quand le type perçoit que c'est bien la fille, puisqu'il s'arrête pas juste à son visage, mais qu'il a face à lui un enfant, un mec ou une vieille femme. Le tout se passe sur un fond d'enquête autour du trafic d'une plante qui te ferait penser limite à de l'opium et on s'en fout un peu. En tout cas, ce fut un plaisir de voir Ryan Chung enfin sorti des mini-dramas, d'avoir l'apparition de Jackie Lee, Deng Kai en pourri, et j'ai beaucoup aimé l'acteur qui jouait le bandit borgne. Il m'a tapé dans l'œil si je puis dire. Bon, c'est une jolie prod, mais j'ai passé mon temps à zapper. Miss Feeling. J'ai eu du mal à suivre l'intrigue, car il y en a une, de cette série chinoise et j'étais pas emballée par les premiers épisodes qui s'ouvrent quand même sur un viol, avec une nana droguée par des camarades de Fake Beach qui permettent donc à un fils à maman d'agresser sexuellement la nana comateuse dans une baignoire. Alors attention, bien que ce soit à vomir et que l'acte soit sans excuse, le type était bourré, est entouré par des saloperies et se tape un handicap auditif. Mais bon, des années plus tard, la nana revient en mode vengeance, appuyée par un gentil garçon joué par le sympatoche Jun-woo, que je n'avais pas vu à l'écran depuis un moment, et qui autrefois son gueux adoptif est carrément devenu son mari. Mari de papier, parce que bien qu'il soit très amoureux de la fille, elle est quand même bien traumatisée après son viol, et le mec a plus qu'à dormir tous les soirs tout seul sur la béquille. Quand le violeur retombe sur sa victime, c'est le plus beau jour de sa vie, parce qu'en fait il était très amoureux, et que la majorité des infâmes machinations, dont une tentative d'avortement et un enlèvement du gamin dont il ignore l'existence, ont eu lieu dans son dos. On va accumuler des trucs absolument dégueulasses et des leçons de morale sur la belle au bois dormant qui avait pas donné son consentement, et bien que les acteurs soient pas trop mauvais vu le script, et que Junwoo est tout chou, c'est quand même trop le bordel. Blossoms of Deception. Bon alors, même si ça veut pas dire ça en français, la déception fut réelle sur ce mini-drama chinois moderne, avec Projet Vengeance Seconde Chance, où une nénette héritière qui réchappe miraculeusement à un accident de voiture prétend avoir perdu la mémoire pour mieux changer de coiffure et tramer sa vengeance contre son mari et sa belle famille. Autrefois bichette martyr qui subissait, elle part en mode bottage de cul et croise au passage un PDG physiquement intelligent qui enquête sur son groupe pharmaceutique et qui serait responsable de la mort de sa maman et qui est joué par le beau Lee Chiolin, qu'on a toujours à plaisir à voir sans chemise, c'est comme Dai Gaojiang, mais qui ne choisit pas toujours ses scénars avec perspicacité, comme Dai Gaojiang. En vrai, je me suis barbée et j'ai pas trop flashé sur l'héroïne. The Heiress Luo Wanwan. J'ai cet acteur à l'œil depuis Dangerous Lover, donc j'étais partante pour ce mini-drama chinois où un couple se rate le jour de leur mariage arrangé, qu'ils ne voulaient ni l'un ni l'autre, et seront amenés à s'apprécier quand ils apprennent à se connaître en ignorant leur réelle identité. En se barrant pendant la nuit de noces, Nénette se trouve mêlée à une histoire de meurtre et est interrogée par le type qui est genre chef de police pour pas changer, et les deux vont faire équipe avec le mec qui s'amourache assez vite de la fille, mais je me suis beaucoup ennuyée et pour vous dire, je sais même plus ce qui se passait dans cette série à part qu'il y avait un chat. Les Ningyi d'or. Meilleur acteur, Wang Xingyue. Il était juste parfait dans son rôle ambigu d'homme à l'éventail, une belle présence magnétique pour un acteur que j'avais bien remarqué dans Your Sensibility My Destiny, apprécié en second plan dans Queening Palace et qui montre qu'il tient la route au premier plan dans une grosse production. Par ailleurs, pour l'avoir vu en interview, il me paraît assez sympathique et loin d'être con,
donc hâte de voir comment il va mûrir dans de nouvelles séries. Meilleure actrice, tout d'abord Woo Tin-yen qui retrouve un rôle à sa mesure depuis les excellents Yanxi Palace et Legend of Raolan, mais aussi la belle Liu Yifei à qui le jaune va très bien et qui est le cœur battant de la série Tale of the Rose que tous les mecs convoitent. Meilleur acteur dans un second rôle, j'étais tellement heureuse de le revoir dans une série que forcé que je mette en valeur mon petit chouchou Sia Ning-jun qui mérite vraiment d'avoir plein de séries tellement il est bien sympa cet acteur, je le trouve toujours aussi craquant, mais je vais pas non plus oublier Lee Gang-sin, décidément très en forme cette année et qui a hérité du rôle ingrat dans Tale of Rose où il tient la route bien que franchement il soit baffé tout du long, aussi bien dans son côté stalker que dans sa mesquinerie, sa lâcheté face à un moment et ses crises de jalousie. Il était trop vieux pour jouer les étudiants, mais quand même quel bon acteur. Donnez-nous plus de Kenny. Meilleure actrice dans un second rôle, Wan Tian, la formidable copine de Liu Yifei dans Tale of Rose, avec le rôle le plus mature et le plus difficile de la série. J'ai hâte de la voir dans d'autres séries parce qu'elle m'avait échappé jusqu'à présent, et comme l'une de ces séries est justement avec Chen Kun dans Lost in 1949, que je ne suis jusqu'à présent pas encore arrivée à regarder parce que c'est pas trop ma période de prédilection, ni mon genre d'ailleurs, parce que c'est le côté espionnage communiste, je pense qu'entre Chen Kun et elle, il va quand même falloir me forcer et donner une nouvelle chance à cette série. Meilleure musique. Autant le mois dernier était pauvre, autant là on s'est plus donné de la tête entre un très beau thème dans Life After Life, celui du générique de The Double que je trouve magnifique, mais je veux mettre en valeur celui de Tale of Rose parce que toute la bande originale était particulièrement travaillée, avec en clin d'œil, parce que c'est celui du moment Kenny, la chanson Favorite Rose. Meilleure scène. Le torse-poil n'aura jamais été autant d'actualité mes amis, même dans Star Wars, c'est pour dire, et on a été vraiment gâtés ce mois-ci. The Double. Say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame, oh something. Blossoms of Deception. Never change, you think I would look pretty. Life After Life. Over my bruises and battle scars. Your Trap. It always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees. Immortal Promise. Oh, some things never change, never change. You'll break your Enslaved by Love. me feel again. Suffocate to make me breathe again. The Missing Snowflake. Was your mind from endless pain? Some things never change, never change. Redemption never came. Follow Your Heart. I stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread where the angels fear to go. Et le champion toute catégorie au vu de la diversité des scènes et de leur originalité, Lovely Runner. But turning into stone. So save your judgment cause you just don't know. But some things never change, never change. They say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. You'll break your back to make me feel again. Pour les meilleures scènes, la jolie scène du bisou papier dans Immortal Promise, dans Beauty Strategy, une scène de brochette, le coup de la cape à la Scarlet Heart, mais on nous fait aussi un joli coup de portée pour éviter que la nana ne se blesse les pieds. Dans Enslaved by Love, en dehors de la première scène putaclic, celle où la nana pense assister à la nuit de noces du mec et qui marche avec le moment où lui croit qu'elle va coucher avec un autre, la scène de la balançoire où il la livre à un bordel, et une scène de bain quand même très bien réussie tant qu'à faire. Dans Life After Life, le moment où la fille suce le cou du mec, des moments bien sexy dans Your Trap où la fille sent le mec, une bonne scène de première nuit dans Never Too Late, dans Follow Your Heart, une nuit de noces gâchée,
Une jolie scène pleine de tendresse quand ils sont enfermés dans le même cabanon. Et j'ai particulièrement adoré la dernière scène de retrouvailles. Dans Noncheng Banquet, un bisou à cheval quand le mec a enfin gaulé la vraie identité de la fille et part se la récupérer. Le top est à départager entre Lovely Runner et The Double qui les accumule. Lovely Runner nous multiplie les parapluies, donc à vous de voir si vous préférez le vôtre jaune et ensoleillé ou noir sous la neige. De très beaux bisous, mais j'ai un faible tout particulier pour la what the fuckerie de la bagarre au vidéoclub et de la scène de l'explosion de capote. Pour The Double, Wang Xingyue accumule les moments où son regard sur l'héroïne en dit long et nous fait craquer, mais je vais mettre en avant évidemment la scène des tambours, la scène bourrée sous la pluie où l'héroïne affirme l'évidence que le mec est pas dégueu à regarder, la scène de la tombe, la scène de la cape qui fait suite au face-à-face avec l'ex-mari et où le type ne supporte pas qu'elle puisse avoir été recouverte du vêtement de l'autre bâtard. Mais c'est franchement pitié de choisir avec tous les excellents moments de cette série à laquelle il ne faudrait pas grand-chose pour être presque parfaite. Ah bah c'est comme ça. Évidemment, le mois qui vient sera, comme je l'ai dit, essentiellement centré autour de Lost You Forever et qui, je l'espère, sera à la hauteur du premier volet, mais les premiers épisodes étaient quand même plutôt bien partis. Comme d'hab, merci de m'indiquer en commentaire vos recommandations, coups de cœur, coups de gueule et wishlist du moment. Je vous souhaite un excellent été et peut-être l'occasion pour certains et certaines de faire le plein sur des dramas à l'occasion de leur congé. Merci pour les likes, bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. Il y a peut-être des garçons et on se retrouve le mois prochain. Bon binge watch!